La loi sécurité globale, par ailleurs, comporte d'autres dispositions contestables. Et bien qu'elles fussent contestables, elles ont été très peu commentées, reprises ou mises en avant dans les manifestations. Je pense notamment à l'autorisation de la surveillance généralisée par drone. C'était l'article 22 de cette loi. En d'autres termes, toute cette opération m'a donné un sentiment de quelque chose qui sonnait faux. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose en toc dans cette affaire. Pour tenter de démêler le vrai du faux, je me suis donc appliqué ce dicton tout bête. Pour tenter de comprendre cette crise politique, je me suis appliqué le dicton latin traditionnel qui prodet. À qui est-ce que cette crise politique a-t-elle profité? Et si on regarde tout cela d'un œil froid, on est obligé de constater quoi? Premièrement et d'abord, ça a profité politiquement à M. Mélenchon. Il est apparu sur cette affaire comme le défenseur des libertés publiques contre la volonté de museler la presse. Ce qui a gommé un petit peu, mais quand même, l'image désastreuse du partisan islamo-gauchiste, partisan des indigénistes, etc., qui lui collait à la peau depuis le drame de ce professeur Paty décapité. Deuxièmement, cette affaire, cette crise a profité aussi à Macron, certainement très heureux de changer de sujet après l'affaire des caricatures de Mahomet dans laquelle il s'est embourbé. Il est apparu également comme le défenseur des libertés publiques, puisqu'il a désavoué publiquement, en gros, son ministre de l'Intérieur, Darmanin. Notons d'ailleurs que c'est un désaveu tout relatif, puisque Darmanin est resté au gouvernement. Et il a pu, Macron, se refaire une espèce de petite popularité auprès d'une partie de la population en invectivant les policiers, en parlant de violences policières comme si c'était quelque chose qui était systématique. Il est apparu comme ferme vis-à-vis d'ailleurs des violences urbaines. Tout ça a pu lui attirer un regain de popularité un peu à gauche. Donc il ressort, lui aussi, plutôt positivement de cette crise. Je signale d'ailleurs au passage, s'agissant des violences, qu'on ne peut pas capter l'attention des Français à Quimper ou à Romorantin ou bien à Vesoul ou encore à Toulouse s'il n'y a pas des images de violence à la télévision. Il faut quelques violences spectaculaires, mais en fait ces violences, si vous reprenez ça avec le regard nécessaire, le recul nécessaire, vous apercevez qu'elles ont été quand même très circonscrites à quelques quartiers, essentiellement à Paris. Ça pose le problème au passage des Black Blocs, sur l'ambiguïté desquels il y aurait beaucoup à dire. Il est presque un secret de polichinelle que de savoir que les Black Blocs sont manipulés et servent l'État. Ça ne date pas d'hier d'ailleurs, où l'État utilise des casseurs pour essayer d'envenimer la situation, pour ensuite expliquer que l'affaire a mal tourné, et donc par un réflexe de solidarité de la masse de la population française derrière le gouvernement, d'avoir un regain de popularité. Et puis, troisième bénéficiaire, cette affaire a permis aussi à la presse d'apparaître comme un défenseur sourcilleux de la liberté d'expression. Or, l'image de la presse en France est extrêmement mauvaise, notamment depuis l'affaire des Gilets jaunes, mais avec l'affaire de la Covid-19, avec le soutien presque enfantin, de la propagande quasiment enfantine de la grande majorité de la presse française, pas toute, mais de la grande majorité derrière le gouvernement, quels que soient les palinodies, les va-et-vient, les contradictions du gouvernement sur cette affaire. Il y avait donc fort à faire pour rehausser un petit peu le prestige de la presse, et là, c'était une aubaine. En d'autres termes, je ne pense pas exagérer si je considère que cette affaire de loi sécurité globale a représenté en fait une bonne affaire,
Une affaire qui tombait à point nommé pour tout le monde. Mélenchon et la France insoumise, les syndicats, la CGT, la presse et Macron. Une affaire qui tombait à point nommé pour tout le monde, sauf pour qui? Sauf pour des policiers qui sont apparus, comme c'est malheureusement pour eux souvent le cas, comme le fusible et le bouc émissaire. Ce qui d'ailleurs, au moment où je parle, a provoqué une levée de boucliers des policiers qui ont entamé une grève des contrôles et quasiment une grève du zèle. D'où l'idée qui m'est venue, et si tout ceci avait en fait été une pièce de théâtre? Une pièce de théâtre organisée, soit organisée délibérément, soit organisée implicitement, par compréhension spontanée, une espèce de pièce de théâtre entre Macron, Mélenchon et les grands patrons de presse. J'avoue que j'ai un doute sur le caractère totalement spontané de toute cette crise politique, et j'avoue que je me demande par moments s'il n'y aurait pas eu cet accord, plus ou moins implicite, entre Macron et Mélenchon pour organiser ce théâtre. Alors, bien sûr, on va me traiter de complotiste. Ça, c'est même pas besoin de le dire. Je le sais par avance. Mais moi, je n'ai pas oublié que cette hypothèse, ça ne serait pas la première fois qu'elle se produirait. Elle s'est déjà produite dans ce régime que j'appelle d'opposition contrôlée, qui est le nôtre. Opposition contrôlée, c'est-à-dire Macron à l'Élysée, et puis des opposants contrôlés qui s'opposent à Macron un petit peu, mais pas trop. On s'oppose à Macron un peu, mais Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Jadot, etc., s'opposent à Macron, M. Christian Jacob pour les Républicains. Tout ce petit monde s'oppose à Macron, mais jusqu'à un certain point. Personne ne veut la remise en cause de notre appartenance à l'Union européenne. Personne ne veut la remise en cause de notre appartenance à l'euro. Personne ne remet en cause l'appartenance à l'OTAN. Sauf un peu M. Mélenchon, ça dépend des jours. Personne ne remet en cause fondamentalement la stratégie vaccinale du gouvernement. Personne finalement ne remet en cause le soutien de M. Macron à ces questions de confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement. Personne ne s'interroge trop sur les libertés publiques. C'est ça le système d'opposition contrôlée. Et donc j'ai dit que ça s'est déjà produit, et je voudrais rappeler ici cette extraordinaire révélation du Figaro sur l'organisation d'une véritable scène de théâtre, ce que les spécialistes en marketing politique appellent le storytelling, ça veut dire raconter une histoire, ou bien ce qu'en français on appelle maintenant le narratif. On raconte une histoire. Eh bien, ce narratif, ce storytelling qui avait été élaboré pendant l'élection présidentielle entre François Ruffin de la France insoumise et Emmanuel Macron. C'était au sujet de la menace de la fermeture de l'entreprise Ecoplat dans l'Isère. Et donc, François Ruffin avait rencontré Emmanuel Macron, et il y avait eu un échange qui avait été enregistré, confirmé ensuite par les participants, un échange qui, vous allez l'entendre parler de lui-même, où en fait, Macron et Ruffin s'étaient entendus sur le fait, voilà, alors il était venu, Ruffin allait protester, il allait sortir en colère de la réunion, mais tout ça était organisé en parfaite combine avec Macron. Écoutez ce passage. Non, moi je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecoplat, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, ça fait un deuxième épisode. Ok. Un, on échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, en fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble.
Et je pense qu'on sort d'ici en n'étant pas content. Oui, en disant que vous avez fait part de... Voilà, sinon de tout ça, voilà. Voilà. Alors ensuite, quand cette affaire a été rendue publique, il y a quand même des gens qui ont demandé des comptes. Et pour se défendre d'avoir trahi la cause ouvrière ou d'avoir tout simplement de s'être moqué des électeurs de la France insoumise, M. Ruffin avait ensuite trouvé une explication complètement emberlificotée, qu'il assumait tout ça, que c'était dans le but que l'épisode était de sauver Ecopla, non pas d'enfoncer Macron, taratati, taratata. Il avait essayé de noyer le poisson. Il avait été en fait extraordinairement embêté que l'affaire ait été éventée. Alors, quelles que soient les explications de M. Ruffin sur cette affaire, toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, comme on dit, en décembre 2020, eh bien, donc 3 ans et demi après les faits, Macron est président de la République et Ruffin est député et Ecopla est fermé. Donc tout le monde a été content dans cette affaire, Macron et Ruffin, sauf les principaux intéressés, c'est les salariés de Ecopla qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Quelques jours après l'enregistrement de cette vidéo, nous avons appris par la presse que Emmanuel Macron avait organisé un grand dîner à l'Élysée en bafouant les règles du confinement de 6 personnes maximum. La veille de ce dîner, Macron avait déjeuné avec les présidents des groupes parlementaires, dont un certain Jean-Luc Mélenchon. Et cela quelques jours après les manifestations. Alors bien sûr, les mélenchonistes affirment qu'il était normal que leur chef se rende à ce déjeuner puisqu'il est président d'un groupe à l'Assemblée nationale. Mais non, ce double jeu n'est pas normal. Quelle est la crédibilité d'appeler les Français à manifester d'une part et de déjeuner tranquillement avec Emmanuel Macron d'autre part ? Imagine-t-on le général de Gaulle dîner avec le maréchal Pétain quelques jours seulement après avoir appelé à la résistance pour lui informer où en est son opposition? Et ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon fait ce double jeu. On se souvient tous qu'après son meeting à Marseille où il avait eu des mots très durs pour le chef de l'État, il l'avait croisé quelques temps après à Marseille et où l'échange avait été très amical. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Jean-Luc Mélenchon avait déjà refusé l'un de ses dîners en 2018, mais visiblement son opposition sur la loi sécurité globale n'est pas suffisamment forte pour qu'il réitère. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon participe régulièrement à ces dîners avec Emmanuel Macron sans que les Français et les électeurs de la France insoumise en soient forcément informés. Et d'ailleurs, si Emmanuel Macron n'avait pas été testé positif à la Covid-19, nous ne l'aurions sûrement jamais appris. Précisons que de son côté, François Asselineau, en opposant crédible, n'a jamais été invité à l'Élysée par Emmanuel Macron. Alors, si on a ce scénario, cette pièce de théâtre jouée entre un député éminent maintenant de la France insoumise et Macron pendant la présidentielle, eh bien si on revoit sous cet angle-là ce qui se passe, ce qui vient de se passer avec la loi sécurité globale, eh bien je suis désolé mais c'est pareil. Tout le monde est content, y compris Darmanin qui conserve son poste de ministre, et les seuls mécontents, eh bien, ce sont les policiers, mais pas seulement eux, plus encore l'ensemble des Français qui sont les dindons de la farce, comme les salariés d'Ecopla. Pourquoi est-ce que les Français ressortent comme les dindons de la farce de cette affaire? Parce que bon, la loi, elle était écartée, l'article 24 n'aura pas lieu, mais enfin, ça va pas changer la face du monde. Mais on a fait croire aux Français, depuis maintenant plusieurs semaines, que la liberté d'expression consisterait, premièrement, à publier des caricatures offensantes de Mahomet, et deuxièmement, à filmer des policiers en action. Et je suis désolé, c'est pas ça la liberté d'expression. Pendant qu'on a focalisé l'opinion publique sur ces deux questions, on a détourné les regards de l'opinion publique de sujets beaucoup plus importants. Voilà ce que j'avais à dire sur ces manifestations. Maintenant, à vous d'y réfléchir. Vive la République et vive la France.